Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales. C'est le podcast de l'IDRI. On vous propose aujourd'hui un coup de projecteur sur les aires marines protégées, souvent appelées AMP, un outil indispensable pour atteindre l'objectif que s'est fixé la communauté internationale, la conservation de 30% des terres et des mers de la planète d'ici 2030. Aujourd'hui, 8% seulement de l'océan est couvert par les aires marines protégées, et ce quasi exclusivement dans les zones sous juridiction nationale. La haute mer reste un territoire très peu investi. Dans ce premier podcast sur le sujet, on va tenter de comprendre ce que sont ces aires marines protégées, à quoi elles servent, et de saisir les défis qu'il faut relever dans un délai très court, parce que 2030, c'est dans 5 ans seulement. La chercheuse de l'IDRI qui m'accompagne aujourd'hui est une spécialiste de ces questions de gouvernance internationale de l'océan. C'est Alexandra Oliveira Pinto. C'est parti. Bonjour Alexandra. Bonjour Sophie. Pour définir ce que sont les aires marines protégées, il faut sans doute commencer par se rappeler ce que représente l'océan, quel rôle il remplit pour notre planète. Oui, tout à fait. L'océan, il couvre 3/4 de la surface de la planète et représente 99% des espaces de vie disponibles sur Terre en volume. C'est un important régulateur du climat parce qu'il absorbe notamment 30% du CO2 et 90% de la chaleur générée par la hausse des émissions de gaz à effet de serre. Et par ailleurs, l'océan est la plus grande source mondiale de protéines, tout en alimentant 3 milliards de personnes, et il profite à de nombreuses industries, de tourisme au transport maritime, passant par l'alimentaire et l'énergie, avec une valeur de marché représentant environ 5% du PIB mondial. Toutefois, c'est un écosystème qui est quand même menacé, que ce soit par des pollutions, le changement climatique, l'exploitation et la surexploitation des ressources marines, entre autres, hein. Alors, parmi les différents outils de gestion de cet espace, nous comptons les aires marines protégées. Une aire marine protégée est définie par l'UICN, que c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature, comme un espace qui est clairement défini, il est géré, que ce soit par des moyens efficaces tels que des moyens juridiques ou autres, avec l'objectif de conserver à long terme la nature et ses services écosystémiques. Alors aujourd'hui, ces AMP existent surtout dans les zones sous juridiction nationale, gérées par les États qui ont des côtes, en fait. Oui, tout à fait. Actuellement, il y a 8,3% de l'océan global qui est protégé, mais il y a un moins de 3% qui est sous protection stricte. Et la majorité de ces AMP sont dans les zones économiques exclusives et en particulier dans les zones côtières. En 2022, lors de la conférence des parties à la conférence de la diversité biologique, la COP de la biodiversité, Mhm. les États ont adopté le cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal qui impose aux États de conserver 30% des terres et des mers d'ici 2030, notamment par la création d'aires protégées. Voilà, c'est cet objectif que je rappelais effectivement en introduction. Est-ce qu'on a assez de recul aujourd'hui pour constater que ça marche, ces aires marines protégées? Oui, aujourd'hui, nous avons assez de données démontrant que les AMP sont des outils cruciaux pour protéger les écosystèmes et les espèces, de façon à maintenir la biodiversité et la complexité des habitats, mais aussi reconstituer la vie marine et créer les conditions pour que les espèces puissent migrer tranquillement d'un endroit à l'autre, favoriser la résilience des écosystèmes au changement climatique et aider les espèces à s'y adapter, et aussi améliorer les services rendus par les écosystèmes et soutenir le développement économique. Mhm. Toutefois, il faut que ces AMP aillent un peu au-delà des annonces et au-delà des simples traits dans les cartes et Ouais. qu'elles soient effectives dans l'eau. Parce que pour l'instant, c'est pas le cas. En fait, dans certains cas, nous pouvons avoir ce qu'on appelle des parcs de papier. Ouais. En Ça dit bien fait, ce que ça veut dire. ouais, en fait, c'est des AMP qui sont déclarés, mais qui n'ont pas de plan de gestion ou qui alors autorisent des activités telles que la pêche industrielle, ce qui n'est pas forcément compatible avec la protection de ces zones, où ils n'ont pas forcément de ressources, suffisamment de ressources allouées pour Mhm. sa bonne gestion. Mais par contre, quand les AMP sont bien gérés, on observe par exemple ce qu'on appelle le spillover effect, ou en français un effet de débordement. C'est quoi? En fait, si une part des AMP fonctionne comme un refuge pour les espèces, attention, ce n'est pas des aquariums. Oui. Alors, ça veut dire les poissons s'y reproduisent, s'y développent en toute tranquillité, ils sont de plus en plus grands, de plus en plus nombreux, et à un moment donné, ils vont déborder. C'est-à-dire qu'ils iront au-delà des frontières parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas d'un aquarium. Du coup, Mhm. ils peuvent entrer et sortir
en toute tranquillité. Mhm. Et c'est pour ça qu'on voit souvent, grâce aux outils technologiques, on peut voir souvent des navires de pêche qui sont stationnés tout autour dans les limites des AMP. Alors là, on ne parle que des zones économiques exclusives, mais quid de la haute mer, au-delà des juridictions nationales? Alors, le traité BBNJ, qui est un traité qui porte sur la conservation de la biodiversité en haute mer, a été adopté en 2023. Il établit un mécanisme pour la création d'AMP, d'aires marines protégées, en haute mer. Ce mécanisme, il n'existait pas jusqu'à présent et permettra alors de faciliter la mise en œuvre de cet objectif 30 par 30 du Mhm. cadre mondial pour la biodiversité de Montréal que tu as mentionné Mhm. juste avant. Dans les dernières décennies, nous avons vu une multiplication des AMP dans les espaces marins qui appartiennent aux États côtiers. Ceci a permis qu'aujourd'hui, les gestionnaires, les scientifiques et les experts disposent de connaissances Mhm. nécessaires pour en faire des outils efficaces de protection. Mais par contre, en haute mer, l'expérience reste très limitée parce que ce n'est pas la même chose de protéger en haute mer ou de protéger dans des zones côtières. Et on a quelques exemples en Antarctique, en Atlantique du Nord-Est, mais le modèle de gestion des futures aires marines protégées en haute mer est donc Mhm. largement à construire. Est-ce que certains pays se préparent déjà à proposer la création d'AMP en haute mer? Oui, et comme je viens de mentionner, il y a une procédure spécifique dans l'accord BBNJ pour la création d'AMP en haute mer. Cette procédure, elle comprend la soumission de propositions d'AMP par un ou plusieurs États parties à l'accord, une évaluation par un organe scientifique et technique, une phase de consultation et une adoption formelle qui peut se faire par un vote à la majorité des trois quarts. Mhm. Et ces propositions d'AMP, elles doivent notamment inclure un projet de plan de gestion qui englobe les mesures proposées et décrit les activités de surveillance, de recherche et d'examen qui ont été proposées pour atteindre les objectifs qui ont été retenus. C'est un long processus, quoi. Oui, c'est un long processus et notamment, ça prend beaucoup de ressources et beaucoup de temps, notamment l'engagement des parties prenantes, la collecte des connaissances scientifiques et traditionnelles et la formulation d'un projet de plan de Mhm. gestion. Et c'est pour cette raison que les différentes parties prenantes ont tout intérêt à ne pas attendre l'entrée en vigueur de l'accord pour commencer à préparer les propositions Mhm. d'AMP. Et justement, pour répondre à ta question, il y a des initiatives qui sont en cours dans plusieurs régions et il est essentiel de les renforcer et de les étendre, en particulier dans 3 directions spécifiques. Premièrement, il faut identifier, les sites Mhm. candidats. Ensuite, il faut lancer ce processus de collaboration et de consultation qui est prévu dans le traité. Et finalement, anticiper les défis liés à la mise en œuvre des futurs AMP, tels que les coûts de gestion annuels ou comment assurer le suivi, le contrôle et la surveillance des activités humaines en mer. Alors justement, ce troisième point crucial, la surveillance, hein, pour contrôler que ces zones sont bel et bien protégées, comment on fait? C'est vrai que c'est une condition essentielle pour garantir le succès des futures aires marines protégées en haute mer, et c'est justement d'assurer que les activités humaines soient efficacement suivies, contrôlées et surveillées. Depuis une dizaine d'années, on a vu apparaître de plus en plus de technologies innovantes et qui sont diffusées rapidement. Elles se sont développées notamment grâce à la baisse des coûts et au libre accès aux données des satellites. Et cela a été accompagné par une augmentation des investissements dans l'intelligence artificielle, des solutions du big data, le cloud computing et les ressources humaines qui sont de plus en plus qualifiées. Qui fournit ces outils technologiques? Ils peuvent être fournis par des entreprises, mais aussi par des organisations à but non lucratif. Et ils peuvent apporter une valeur ajoutée significative à la mise en œuvre des plans de gestion des futurs AMP en haute mer, grâce à une optimisation de l'allocation des ressources, mais aussi en fournissant des informations en temps quasi réel sur les activités Mmh. présumées illégales en mer. Tu dis que ces technologies innovantes sont une valeur ajoutée significative. Ça veut dire, en creux, qu'elles ne suffisent pas à elles seules pour gérer efficacement les aires marines protégées en haute mer? Exactement. Pour qu'elle soit opérationnelle, il faudra absolument qu'elle soit encadrée par des mesures politiques et techniques. Et justement, l'IDRI il a mené une étude qui vise à fournir des informations et des recommandations aux parties prenantes qui élaborent des propositions d'AMP en haute mer, justement pour anticiper ces questions-là. Mmh. Et c'est une étude assez complète dans laquelle l'équipe Océan de l'IDRI fait 5 recommandations principales. Renforcer les moyens, avoir plus de coopération entre les patrouilles en mer, plus de contrôle aussi des navires quand ils arrivent au port, réformer les systèmes judiciaires nationaux, notamment pour s'adapter aux évolutions de la technologie, et finalement
faire en sorte que les informations, parce qu'il y a plein d'informations qui sont déjà disponibles, soient partagées de manière efficace. Voilà, et le détail de ces recommandations et les enjeux du suivi, du contrôle et de la surveillance des futures aires marines protégées en haute mer feront l'objet d'un autre épisode tout prochainement, car il y a beaucoup à dire et on prendra le temps de détailler ces nouvelles technologies qui permettent de surveiller les aires marines protégées, mais aussi toutes les questions qu'elles soulèvent. Merci beaucoup, Alexandra Oliveira Pinto. Je rappelle que tu es chercheuse à l'IDRI, tu y travailles sur la gouvernance internationale de l'océan. À bientôt. Merci Sophie, à bientôt. C'est la fin de cet épisode de Cap sur la transition et tout bientôt l'épisode 2 sur la surveillance des aires marines protégées en haute mer, avec notamment l'intervention d'un ingénieur qui utilise l'intelligence artificielle pour mieux contrôler que ces espaces soient bel et bien protégés. Il nous racontera comment ça marche. Petit teasing. Vous retrouverez tous les podcasts de l'IDRI sur le site de l'Institut ou sur les plateformes d'écoute. À très bientôt pour un nouvel épisode. On garde le cap.